ira dans le chemin qui va la pousser. Bon. Alors, ce qui est intéressant de voir avant de parler du beffroi, parce qu'évidemment, il faut essayer d'expliquer un petit peu cette bastide. Comment elle est arrivée ici, à cet endroit, au moment, en 1342, et pour cela, il faut se projeter dans des périodes beaucoup plus anciennes. C'est-à-dire que la région d'ici, la région où c'est qu'il y a Revel, était une vaste forêt, touffue, très dense, qui avait sinistre réputation. Sinistre réputation pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y avait énormément d'animaux, et des animaux, dans les textes, c'est des animaux dangereux, des animaux malfaisants, qui faisaient que les gens n'osaient pas y rentrer à l'intérieur, et en plus ces animaux malfaisants sortaient de la forêt pour souvent aller tuer les moutons à l'extérieur, ou bien aller manger le blé qu'il y avait dans les champs, ainsi de suite. Donc ça n'allait pas du tout. Et en plus, dans cette forêt, il y avait des gens un peu bizarres, qui se cachaient, donc des assassins, des larrons, des gens qui essayaient de prendre de l'argent, ainsi de suite. Donc personne ne passait dans cette forêt. Et les bandits, de temps en temps, pouvaient sortir de cette forêt pour aller rançonner des gens dans les petits villages. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans notre plaine, autour de cette forêt, il y avait plein de petits villages, des petits hameaux, des écarts qu'on appelle. Et il y en avait des dizaines et des dizaines. Pour cela, il y avait la carte, vous la verrez peut-être tout à l'heure. Mais il y avait plein de petits villages. Et ces petits villages, c'était des villages de quelques centaines d'habitants qui vivaient difficilement. Il y avait bien des échanges entre des échanges économiques. Mais c'est très difficile de vivre à cause de cet environnement qu'il y avait. D'autant plus que juste avant que Revel soit fondé, politiquement, géopolitiquement, on était dans une zone qui n'était pas très sympathique, puisque nous étions à la ligne entre le comté de Toulouse et le vicomté de Carcassonne, et à un moment donné, ils ne se sont pas très bien entendus. Il y a eu des guerres, ça s'appelle la Grande Guerre méridionale. Ensuite, il y a eu des problèmes avec l'histoire du pouvoir du roi, avec l'Église, avec les catholiques, la chrétienté, à savoir c'est la guerre des Albigeois. Le pays était à feu à sang parce que lorsqu'on parle du cœur du pays cathare, bien souvent, je pense que si je dis le cœur du pays cathare, vous allez penser à Londres, vous allez penser à Ariège, vous allez penser à Montségur, mais le cœur du pays cathare, c'est ici, c'est vraiment dans la région, c'est ici qu'à Saint-Félix, parce qu'il y en a qui disent peut-être que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Ah, ça non plus, ça ne marche pas. On est une petite association. Donc, ce petit village vivait très mal, et avec la Grande Guerre méridionale, la guerre des Albigeois, c'était l'époque de la féodalité, c'était l'époque où il n'y avait pas de stabilité politique, et les gens souffraient beaucoup. Et c'était la guerre entre petits seigneurs. Et ici, dans la montagne, on a plein de petits châteaux, plein de petits villages qui existent. On les a étudiés sur le plan archéologique, on a fait des dessins, on a fait des publications. Il y en a beaucoup. Par exemple, Voros en est un, Graïs en est un, Le Vox, ainsi de suite. Et toutes les places fortes qu'il y avait dans la montagne. Donc, à la sortie des guerres des Albigeois, le comté de Toulouse va passer au royaume de France. Et le roi va essayer de remettre en place son pouvoir en créant un phénomène bastide. Le phénomène bastide, c'est un phénomène qui va se passer dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux, si vous voulez, Montpellier, vers le nord, Agen, si vous voulez, et jusqu'à la barrière de Pyrénées. Et on va créer entre 1220 et 1380 plus de 300 villes nouvelles, des villes nouvelles, vous entendez bien. Parmi ces villes nouvelles, il y a donc Revel. Revel, cette chance, c'est que c'est une bastide de dernière génération, c'est-à-dire qu'elle va arriver très tardivement. Elle va être peut-être parmi les 10 ou 15 dernières bastides qui vont se faire, et elle va profiter de ce fait de tout le savoir des précédentes bastides depuis 1220. La première est encore ou Montauban, on ne sait pas laquelle des deux. Enfin voilà, c'est ça. 1220. Donc 1220-1342, on a eu le temps de voir où étaient les points. Ah, je me sens mieux. Non, parce que là, quand même, je n'allais pas tenir une heure comme ça. Donc, Revel va profiter du savoir des autres bastides, notamment au niveau de la réglementation de l'administration, comment on les fait, comment on fabrique une ville. Il est vrai que dans l'Antiquité,
on savait faire des grandes villes avec des grandes places, qu'on appelait des forums, des agoras chez les Grecs, qui se coupaient à angle droit avec le système d'eau. Mais on avait perdu un peu tout ça pendant la féodalité, pendant le Moyen-Âge. Ce qui fait que, avec les phénomènes de Bastide, on va retrouver ce savoir-faire de l'Antiquité. Et on va créer des villes qui vont avec des grandes rues très très larges. À Revel, il faut savoir que les rues font entre 7,80 m et 10,50 m pour les plus larges. Alors qu'à Paris, à la même époque, les grandes rues à 6-7 mètres de large, mais c'était la rue Saint-Denis. Les grandes rues charretières qui rentrent dans Paris. Et à l'intérieur de Revel, vous aviez des rues qui faisaient 2 mètres, 2,50 m de large. C'était vraiment un truc où on pouvait faire des coupes-gorges pratiquement dans toutes les lieux. Donc Revel va se mettre en place parce que, par la volonté des gens des petits villages de Vaux, Dreuil, Vaudreuil, Sorèze non, parce que Sorèze était déjà autour, c'est une ville, un bourg abbatial, autour d'une abbaye qui s'était déjà développée. Et ces villages vont demander, lorsque Philippe le Bel, je dis bien Philippe le Bel, je ne fais pas d'erreur, parce qu'on a souvent fait des confusions, lorsque Philippe le Bel va venir en 1301-1302 sur Sorèze et puis à Dourgne, ben les gens vont se rendre compte, il y a le roi, on va voir sa tête, on va voir comment il est, il n'y a pas la télé à l'époque. Donc on se déplace, on va à Dourgne, on va à Sorèze, puis chacun va amener des cadeaux, des trucs comme ça. Et puis autour du roi, il y a toute une organisation qui se fait, donc c'est un spectacle, il faut absolument voir ça. Et on peut supposer, là on a un contexte par contre, on peut supposer, mais je pense qu'on doit être assez près de la réalité, on peut supposer que des gens de Vaux, Dreuil, Vaudreuil et d'autres petits hameaux sont allés voir le roi pour lui dire, écoutez, nous c'est plus possible, on a cette forêt, on a ces animaux, on a ces bandits qui sont dans la forêt, alors le sort n'en parlons pas, parce que le sort, maintenant ça va, il est assez large, on s'en occupe, il y a des barrages, mais à l'époque c'était des inondations sans arrêt, à Vaux c'était pas possible, donc il fallait absolument changer ça. En plus le pays avait été à feu et à sang pendant pas mal de temps avec la guerre des Albigeois, la grande guerre méridionale. En plus, sur le plan économique, mais ça ne marche pas très bien, les chemins, tout ça, donc il demande à ce qu'on fasse une bastille. Il faudra attendre 42 ans. Et si je dis que c'est Philippe le Bel, certainement, qui a été initié, ce n'est pas le fondateur. Le fondateur, c'est Philippe VI de Valois, ne sont pas la confusion. Mais Philippe le Bel a été initiateur tout simplement parce que son chancelier, en quelque sorte pour l'époque son premier ministre, c'était Guillaume de Nogaret, Saint-Félix, Nogaret, il était de là. Et le sénéchal de Toulouse, si vous voulez, le président de la région, du Languedoc, si vous voulez, voilà, pour remettre un petit peu les importances des personnages, c'était Pierre Flotte qui, lui, était originaire du Dauphiné, et qui a eu, plus tard, son fief qui a reçu le nom de Revel. Revel-Ravel. Vous savez que le film... Les chanteurs, attendons la chorale, comment il s'appelle ce film? Les choristes, c'est ça. Ce film, Les choristes, a été filmé dans le château de Ravel. Et on pense justement que le fils de ce Pierre Flotte, qui était Guillaume Flotte, c'est lui qui a été, après le chancelier Philippe VI de Valois, et qui a dit on va faire un Revel au sein de cette forêt. Alors Jean-Charles, tu vas me faire un plaisir de faire passer doucement, peut-être pour que les gens voient les photos, parce que là je suis à la 10e photo. Ah mais c'est moi. Ah mais ça marche. Bon là je peux vous présenter un petit peu ce qu'on faisait. Voilà, c'est l'implantation. Alors si, petit truc quand même, petit clin d'œil, parce que bon, vous le savez certainement, mais j'aime bien le redire. Hein. Revel, l'implantation de Revel, géopolitiquement dans l'histoire, a été dans des endroits très intéressants sur le plan géopolitique. C'est pas là. Ça va, comme ça. Vous m'entendez au fond? Oui. Je n'ai pas besoin du micro. Plus fort. Hein? Plus fort. Ah, je n'ai pas le micro. Non, mais c'est vrai. Donc, là c'est bon. Notre ville de Revel, c'est trop fort là. Là, comme ça. Notre ville de Revel se trouve au centre de la région Occitanie. La région Occitanie, grosso modo, c'est l'ancienne province du Languedoc dans l'Ancien Régime. Donc on passe.
Alors, voilà, ce que je vous ai dit, c'était un peu ça, c'est la sociodémographie de l'économie du terroir. Le proto-urbanisme, c'était les châteaux, tout ce qu'on a vu, tout ce que je vous ai parlé, la féodalité. Et ensuite, cette histoire mouvementée. Et enfin, il faut quand même dire que les espaces et moyens de production de notre région, pour l'époque, mais ça l'est encore, hein, il y a encore des belles fractions pour notre pays, mais à l'époque, au Moyen-Âge, au XIVe siècle, hein, et même avant, on avait la chance donc, étant donné que l'économie est essentiellement agricole et pastoralisme, mais aussi de l'artisanat, qui marchait plus ou moins avec le pastoralisme, et aussi avec l'eau, avec les machines et l'énergie hydraulique, eh bien on avait des plateaux, des montagnes, un piémont, une plaine, un relief de cuesta, avec de l'argile, de la pierre, du silex, le vent pour faire marcher tout ça, du fer. On avait absolument tout ce qu'il fallait pour que cette économie marche. Restait un petit peu à l'organiser. Voilà, ça c'est la multitude de petits villages, les écarts qu'il y avait, je vous ai parlé tout à l'heure. Et là c'est la féodalité, tous les pouvoirs féodaux, ça c'est les systèmes politiques des seigneurs. Ils avaient donc, soit qu'ils avaient le pouvoir, c'était le pouvoir laïque, ils avaient des castrats, les castrums, disons, comme Bernico par exemple, à Durfort, à Saint-Amand-Sétina aussi. Des castelnaux, c'était des villes nouvelles, mais ce n'était pas encore des bassides. Les modes castrales qui sont plus anciennes et qui sont de l'an 1000. Et enfin, pour le clergé, ils avaient aussi ce pouvoir clérical qui avait fondé des villages ecclésiaux, des sauvetés et des bourgs martiales, comme par exemple Sorès. Voilà, alors ça c'est une petite idée des sites que l'on connaît. Là vous avez le site de Mongé, où vous voyez qu'il y a, on remarque bien par photo aérienne qu'il y a un tracé rond qui montre qu'il y avait un fossé défensif. Et ensuite, lorsqu'on prend des anciens cadastres, notamment les cadastres napoléoniens, qui n'ont que le nom de napoléonien, puisqu'ils datent la plupart, en tout cas celui du Revel de 1830, où on voit quand même, par exemple, pour le village de Dreuil, ici, vous voyez qu'il y a un parcellaire arrondi. On le voit ici aussi pour Saint-Pierre-de-Calvérac, on le voit aussi pour Vaure. Donc tout ça, ça montre l'ancienneté de ces villages. On continue, bon je passe rapidement, là c'est d'autres photos aériennes. Alors ce qu'on a maintenant, puisque nous aussi on fait de l'histoire, mais ce qui est complémentaire à l'histoire bien sûr c'est l'archéologie, c'est le LIDAR. Alors c'est un truc qui est sorti, qui existe depuis pas mal d'années, mais qui est mis au service des archéologues depuis environ 4-5 ans. Nous on s'en sert parce qu'on a un tracé qui a été fait dans la montagne, à l'arc de Pancor, un tracé qui a été fait, et avec ça, avec ce LIDAR, on arrive ainsi à retrouver ce l'air arrondi que l'on ne voit pas sur le terrain. Quand vous arrivez sur le terrain, on ne voit absolument rien. Le LIDAR permet de savoir s'il y a des petits reliefs que l'on peut ne pas voir à l'œil nu. Et ainsi, on a découvert, en l'affaire de quelques années, au moins 10 sites, y compris des oppida, un oppidum, ça c'est gaulois, et des castrons. Alors ça c'est le phénomène bastide, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir que de 1220 à 1350, 1360, il y a près de 300 villes nouvelles qui se montent dans le sud-ouest et qui vont ainsi renforcer le pouvoir royal, mais pas que. Ils vont être faits pour des raisons bien particulières. Comme je vous le disais, ici vous avez quelques croquis où on voit, bon c'est ça qui ne marche pas bien, où l'on voit ici par exemple la fondation de Revel. À cet endroit-là, c'est la barre qui est verticale. Si tu reviens en arrière, c'est moi qui ai fait ça. La ville de Revel, le tracé grisé que vous avez là, c'est les Bastides. Alors, on le voit, ça part à partir de 1220, ça monte, ça redescend un peu, et Revel est vraiment à la fin. C'est pour ça qu'elle va bénéficier du savoir des autres. Alors ça, c'est ce que je disais, les objectifs sont socio-économiques, politiques et militaires. En faisant des bastides, des grandes villes, il va y avoir un contrôle. Contrôle d'abord et la sécurité aussi, des populations qui ont été malmenées durant les 2-3 siècles précédents. Il va y avoir une dynamique économique qui va se faire parce qu'on va regrouper tous les moyens de production, les artisans vont marcher avec les agriculteurs, vont marcher avec les gens qui ont des troupeaux, ainsi de suite. C'est le renforcement aussi du pouvoir royal. Le roi, à l'époque, c'était uniquement l'île de France. Sitôt qu'il sortait de l'île de France, il avait toujours des problèmes qui se faisaient avec même avec ses vassaux.
Et surtout, on va dire, c'est un prélèvement des impôts. C'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir savoir qui habite où, combien de personnes qu'il va y avoir, la population, et on va ainsi pouvoir prélever de l'argent pour les caisses du roi. Et lors de la fondation de Revel, c'est en 1342, c'est la guerre de 100 ans, la fameuse guerre de 100 ans. On a besoin de beaucoup d'argent pour la guerre, justement. Et Revel, on peut supposer même, lorsqu'on voit ici, sur ce plan, où se trouve Revel, et pendant la guerre de 100 ans, on voit l'avancée des Anglais, des gens de l'Armagnac, du Gers, on se retrouve un petit peu entouré. Il y a une avancée donc, des Anglais qui se font sur Revel. Revel, ils vont la fonder aussi dans un but de stratégie militaire pour en faire certainement une place forte. Bon, ben, quand on fait, voilà, ça c'est un petit peu tous les problèmes qu'il y a eu avant. Vous voyez, la guerre de 100 ans, le rattachement du comté à la couronne de France, les guerres de Saint-Louis, la guerre méridionale. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'histoire de Philippe le Bel, qui vient en 1301-1302. Je vous laisse un petit moment. Alors il y a toute une histoire, les habitants de Tourne qui viennent à sa rencontre, des rameaux de romarin à la main, pour supplier le roi de reconstruire leur cité au pied du rocher de la Bade et de garder les privilèges relatifs à la fabrication des étoffes. Vraiment, nous ici, nous, les gens des villages ici, eux, c'était de bâtir une bastide au sein de ces grandes forêts pour la pacifier et pour permettre ce dynamisme commercial, économique. Alors la fondation d'une bastide, elle se fait pour Revel. Il va falloir évidemment regrouper les entités villageoises qu'il y a autour. Alors ça pose un petit problème parce qu'évidemment, ça risque de dépeupler les petits villages, mais bon, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais très certainement il y a eu une dépopulation qui s'est faite dans les petits villages, puisque lorsqu'on voit Vore, qui n'est pas très grand, actuellement, qui était au moins 5-6 fois plus grand que ce qu'il est actuellement. On retrouve des céramiques du Moyen-Âge, du côté de Belle-Loc et au bord du Sort. Donc c'était beaucoup plus étendu que ça. Donc il y a une dépopulation qui se fait, mais on se dit, bon Dieu, quand même, cette ville de Revel, ils l'ont prévue assez grande, il faut la remplir. Et on sait que le potentiel est environ de 2 à 3 000 habitants, même plus. Alors ces 2 à 3 000 habitants, on sait par des textes que très rapidement, en quelques années, elle a été remplie. La bastide de Revel a été remplie avec quelques milliers d'habitants. Il faut quand même qu'il y ait un attrait. L'attrait, évidemment, c'était la charte de fondation qui permettait quand même aux gens de leur donner certaines libertés. Il y avait certaines libertés communales, des libertés individuelles, pouvoir entreprendre, donner à ses enfants, et au moins, ensuite on était jugé, lorsqu'on faisait des bêtises, on était jugé d'après un code, ce qui était la charte de fondation qui disait si tu voles un poulet, c'était telle amende que tu auras, c'était pas la tête du client, comme ça pouvait se faire au temps de la féodalité. Alors voilà, donc on a tous les villages qui vont se recentrer sur Revel. En vert, vous avez à peu près l'impact de la grande forêt de Vore, et on voit que tous les petits villages, Cahuzac, Coufinal, Vore, Roumain, Saint-Pierre, de Calderac, Dreuil, Vaudreuil, sont autour de cette forêt. Alors on va mettre en place un procès de bornage. Ce procès de bornage va permettre de savoir quelle va être l'étendue de Revel et quel va être son pouvoir sur l'espace foncier. Évidemment, ça occupe toute la forêt, mais plus que la forêt, puisqu'on voit que dans les textes, ils vont beaucoup plus loin que ça. Et tout ça, c'est écrit, c'est bien écrit. Et cette forêt, on a des plans, on a des vieux plans, on a même des dessins qui permettent de se donner une idée un petit peu comment devait être Revel à l'époque. Mais souvent, c'est des dessins un peu fantaisistes. Hein. On met des drapeaux partout, on met des grandes tours. Donc, on a quelques plans de bornage, parce qu'on va borner cette grande forêt, en tout cas l'espace foncier autour de Revel, on va mettre les bornes tout autour, qui vont dire, eh ben, notre limite c'est là. Alors les bornes, ça on appelle des bossoles, c'est dans les textes, les bossoles, vous avez le nom en bas à droite. Vous avez un dessin de l'époque, hein, c'est vraiment contemporain la fondation de Revel, où on voit les arpentins, les géomètres. Michel, qui est là, c'est tes ancêtres, qui dessinent donc les bords de la forêt, qui vont dessiner aussi, évidemment, la ville de Revel. Les bossoles, on en a à côté, pas très loin du lac de Saint-Ferriol. C'est ces espèces de boules, et c'est des pierres aussi qui sont levées dans la plaine. On pense qu'elles ont pu servir, c'est les anciennes bornes dont on parle dans les textes.
Donc, attractivité très importante en quelques années. Évidemment, Revel, la forêt est grande. On ne va pas la mettre n'importe où. Déjà, la forêt, par elle-même, il va falloir la défricher. Les terrains géologiques, il y a un peu de tout. Il y a de l'argile, il y a du sable, il y a de l'eau, il y a des marécages. On va la mettre à un endroit où les gens ont mûrement réfléchi comment on pourrait amener de l'eau et comment l'eau sale pourrait repartir. C'est-à-dire on trouve un espèce de système pour nettoyer cette ville. Le problème, c'est que la ville, on ne peut pas la mettre à côté du sort, à cause des inondations. Donc on la met à quelques mètres au-dessus du sort. On est environ à 6-7 mètres, je crois, au-dessus du sort, du pont de la Maille, disons. Et donc on va faire cette ville à cet endroit, à l'endroit où elle est actuellement. Cette ville ne pouvait pas être faite 300 mètres vers là-bas, vers l'ouest, ou 300 mètres vers l'est, ou au nord, ou au sud. Elle ne pouvait être faite qu'ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Là, on a fait un diagramme en 3D, avec le moyen qu'on a. Hein. On n'est pas spécialiste du truc, donc on a fait un truc à peu près pour vous expliquer un petit peu. Voilà, vous avez Saint-Ferriol, vous avez une crête, vous voyez le relief. Il y a une crête, c'est la crête de Saint-Ferriol. Saint-Ferriol, le lac, évidemment, n'existait pas à l'époque. Il est derrière, avec le Dote qui coule derrière. Vous avez Sorèze, il y a un creux, la Garrigole, Revel, Vore, Dreuil, Vaudreuil. Voilà. Et évidemment, il faut tenir compte qu'il faut que la diapo passe. Voilà. Alors, vous allez dire, mais il se balade là en histoire. Là, vous voyez, on revient 2-3 millions d'années avant. C'est-à-dire qu'à une époque, le sort qui coule là ne coulait pas à cet endroit-là, coulait vraiment contre les piémonts de cette montagne noire, si vous voulez, grosso modo, au niveau du stade actuellement. C'est ce qu'on appelle le paléosort, qui a creusé une espèce de petit vallonnement, qui existe plus ou moins encore, mais évidemment, le sort, depuis, s'est déplacé vers le nord. C'est le tracé bleu, vous le voyez, le tracé bleu comme il faut, oui. Le tracé bleu que vous voyez là, donc ça s'est déplacé. Toujours est-il que l'ancien vallon existe toujours quand même. Donc, les gens de Revel, à l'endroit, enfin les gens qui ont voulu construire Revel à cet endroit-là, donc un peu en relief par rapport à tout ça, ils ont dit qu'il faut amener l'eau. Mais l'eau, ben, ils n'avaient pas de pompe, donc ils vont le faire par gravité. Pour le faire par gravité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont prendre ils vont creuser une rigole, un peu à la méthode de Pierre-Paul Riquet. Ça s'appelle la rigole des consuls. L'eau, ils la prennent du côté du pont Crouzet, très certainement. Moi, je ne vois pas où c'est qu'ils auraient pu la prendre ailleurs. Où c'est qu'on a à peu près un niveau en adéquation avec l'altimétrie de Revel. Et par cette petite rigole des consuls, ils vont l'amener par ce qui constitue actuellement la route de Sorèze, grosso modo, et ce qui est la rigole, puisque Riquet s'en est servi par la suite. Ils vont l'amener à Revel pour amener de l'eau à peu près potable. Je dis à peu près parce qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas le traitement de l'eau maintenant. L'eau était à peu près propre, mais aussi et surtout, ils avaient trouvé un système de mettre Revel un petit peu dans une certaine pente pour que cette eau ne puisse se dégager vers l'ancien vallon. Ils avaient même prévu dans la charte de fondation que si ça manquait d'eau, parce qu'il faut que je vous dise que à Revel, vous savez, il y a des panneaux verts. À chaque sortie des grandes portes de la ville. La porte de Carcassonne, si vous voulez, la porte de Toulouse, la porte de Casse, la porte de Sorèze. Chaque fois, il y avait un grand panneau vert. Et on dit que ces panneaux verts, qui vont servir en tant que panneaux verts pendant longtemps, c'est-à-dire des lieux où c'est que les gens, ça appartient à tout le monde, les gens peuvent amener des moutons, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent là, ça appartient à la collectivité. Mais ces panneaux verts étaient prévus pour faire d'autres places comme la place centrale. Il était prévu de faire d'autres places parce qu'ils s'imaginaient que Revel allait s'agrandir énormément. Et on retrouve en effet dans les textes que les capitouls, les consuls de Toulouse, que les capitouls, à cette époque-là, quand Revel se met en place, eh bien, ils émettent de grosses réserves sur cet agrandissement de la ville de Revel. Ils ont un peu peur. C'est-à-dire que Toulouse, à l'époque, fait environ entre 15 et 20 000 habitants. Revel, en quelques années, fait 3 000 habitants. C'est vrai qu'ils pouvaient s'inquiéter. Bon, en tout cas, aussi, il faut savoir que notre région du Lauragais, elle est écrite par de nombreux auteurs antiques et du Moyen-Âge, y compris le Prince Noir, qui dit que ce pays du Lauragais, par le blé qu'ils ont vu, et les richesses qu'ils ont vues, c'est un pays qui est riche, très riche. Et déjà dès l'Antiquité. César en parle, Ozon en parle aussi, Froissart, tout le monde en parle.
Donc on pourrait penser qu'à l'époque, c'est vrai que les gens de Toulouse pouvaient avoir peur d'une certaine... que Revel pouvait leur faire un petit peu de tort. Alors, voilà. Alors on sait après, alors voilà, je vous mets la carte, alors ça c'est le sort actuel, pour le remettre sur un plan, ça c'est la rivière des Consuls, avec au départ les eaux usées qui partaient par les grandes promenades, les allées Charles de Gaulle si vous voulez, mais maintenant elles partent un peu plus par le sud, c'est là si vous voulez, et rejoignent le sort du côté de Gare-au-Bac. Ça c'est les eaux usées, et on sait donc que Riquet a créé la rigole de la Plaine à partir de la rigole des Consuls, et il y avait même un port qui s'appelait Port-Louis. On l'a vu il y a quelques jours, justement, parce qu'on a un travail de didactique à faire là-dessus. Donc tout ça, c'est important que j'en parle avant le BFA pour vous dire que cette ville de Revel a été très très bien conçue, et c'est une bastide qui a réussi, parce que sur les 300 bastides que je vous disais qui ont été faites en moins d'un siècle et demi, il y en a beaucoup qui ça n'a pas fonctionné. Revel, c'est une bastide qui a réussi. Voilà alors le roi fondateur qui est Philippe VI de Valois. Alors certainement que Philippe VI de Valois a bien reçu les dossiers peut-être de Philippe le Bel, de 1301-1302 de Sorèze à Dourgne. Il les a bien reçus, et c'est avec Guillaume Flotte, son chancelier, et Agot de Gaulle, qui est le sénéchal de Toulouse, qui vont mettre en place donc ce projet de monter la ville de Revel, la Bastide. Donc évidemment, il a fallu quand même quelques années pour que tout se mette en place. Déjà depuis l'initialisation par Philippe le Bel, il a fallu plus de 40 ans. Toujours est-il qu'on sait que le 8 juin 1343, eh bien ça y est, c'est officiel, on fait la charte de fondation, où il y a 89 articles qui vont préciser les droits et les devoirs de gens qui vont venir dans cette bastide. Et le 8 juin, alors ce que contient la charte, pardon, j'ai oublié, la charte c'est un peu dans le désordre. Quand on la lit, c'est un peu dans le désordre. Enfin, moi je ne la lis pas parce qu'il faut être paléographe, on n'y comprend rien. On voit juste des items qui sont écrits en gros qui veut dire, qui correspondent au article 1, article 2, article 3 si vous voulez. Et bien ça contient l'établissement proprement dit de la bastide, l'organisation municipale, l'organisation judiciaire, le régime des personnes, les affaires criminelles et mœurs, il y a donc un système de police, il y a le système militaire, le régime des terres, les charges féodales et municipales, le commerce et les fortifications. Mais les fortifications, au départ, ils ne vont pas les faire, ils vont les faire plus tardivement. Donc, on décide donc, le 8 mai 1342, de créer cette bastide. Cette bastide, donc, on va la créer au milieu de la forêt. Évidemment, comme toutes les bastides, c'était comme ça, c'était standardisé, il y avait un stéréotype, c'était de faire une place centrale, centralisée, évidemment. Avant, c'était plus ou moins les églises. Là, les églises, sauf à Réamont qui est une bastide, l'église est au centre, mais c'est rare. Souvent, c'est un beffroi. Un beffroi avec une halle, avec une place, avec des galeries autour. C'est le cas de Revel. Voilà. Ça, c'est vraiment l'entité architecturale d'une bastide. Que représente le beffroi? Ben, c'est un lieu symbolique. Le lieu symbolique, comme Revel, c'est une ville royale, et ben, c'est le symbole du roi. C'est-à-dire, quand on regarde le beffroi, on dit ici, il ne faut pas rigoler. C'est le roi qui gère ce lieu, donc on ne va pas y faire n'importe quoi. Donc, c'est le lieu symbolique de la politique royale de Philippe VI de Valois. C'est aussi le lieu de tous les pouvoirs. Pouvoir administratif, pouvoir législatif, pouvoir militaire de police, des pouvoirs judiciaires et économiques. Évidemment, ce n'est pas le sénéchal et le chancelier qui va venir faire tout ça. Il y a un système, il y a un conseil consulaire qui est élu. Oh, les élections, ce n'est pas comme maintenant. Les élections, c'est 12 à 24 conseillers consulaires qui sont là, qui sont choisis un petit peu parmi les gens qui sont actifs, disons, qui ont de l'argent, qui ont des entreprises, choses comme ça. Donc ces 12 à 24 consuls vont élire des consuls. Et les consuls, il y en aura 4. Il y aura le premier consul, c'est le chef si vous voulez, deuxième, troisième et quatrième de ce consul. Et on va prendre après des gens qui sont compétents, notamment pour les affaires judiciaires. Ça sera souvent un juge royal qui viendra à Revel pour donner la justice. Alors, ce beffroi, dans les textes, on ne le voit pas sous le nom de beffroi, bien sûr, c'est pas marqué. C'est une notion qui est ancienne, quand même. Le mot beffroi, ça veut dire, c'est une espèce de truc très haut, qui est plus ou moins, où on met un guetteur,
c'est une sorte de tour de guet, et on voit même dans certains textes, on parle de belfroi. Le belfroi, c'est une espèce de tour en bois sur roue qui permettait d'attaquer des fortifications. Bon, ça j'ai regardé sur internet, c'est super, on peut trouver des choses très bien, on trouve pratiquement de tout, mais il faut faire attention, des fois il y a des conneries, mais il faut bien le regarder. Alors, le beffroi, on le trouve sous le nom de maison consulaire. On l'appelle l'hôtel de ville, maison de ville, ça c'est dans les textes. Salle de l'auditoire royal, la cour royale, plus rarement la maison commune. Et donc, dans la charte, évidemment, dans cette organisation, il est bien marqué qu'on va pouvoir y mettre, on va pouvoir mettre une maison, une place commune, on pourra y mettre des établis, on pourra y faire des lois pour la ville, il y aura aussi des prisons, des carcès, on le voit en bas, et on pourra aussi, dans la halle, mettre en place un système économique pour donner du dynamisme à cette ville. Alors, je rappelle un petit peu que, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je suis un petit peu les photos, c'est pas nouveau ce système-là, si vous voulez, de halles avec les galeries, avec la place, avec la halle, l'endroit aussi qu'il y a les marchands qui viennent. On retrouvait ça dans l'Antiquité chez les Grecs et les Romains, et puis d'autres cultures et civilisations. À l'époque, c'était le forum, l'agora. Hein. D'ailleurs, dans les forums romains, il y a un endroit qui s'appelle la basilique. Si vous allez à Pompéi, on parle de la basilique, mais ce n'est pas la basilique au sens religieux, c'est la basilique civile, c'est l'endroit administratif. Voilà. Donc cette symbolique du beffroi, comme je vous dis, est très très importante, et elle permet aussi de sonner le tocsin, de peser avec les mesures à graines, de peser le blé par exemple. Plus tard, ça sera le maïs à partir du XVIe siècle, puisqu'il arrive qu'au XVIe siècle. Ça permet aussi les draps, puisque Revel a été une ville où on a fait beaucoup de draps, et on cherchait à faire de la qualité. D'ailleurs, il y avait des contrôleurs qui venaient et qui mettaient des scellés sur les ballots de draps de Revel qui partaient en direction d'Aigues-Mortes, Pézenas ou de Marseille. Alors, je passe, ça c'est plein de textes, pour vous montrer que dans les textes, il y a quand même des descriptions qui disent, qui nous donnent beaucoup de renseignements, comment était ce beffroi à l'époque et ce qu'il faisait. Vous voyez, il y a des boucheries, le magasin du compois, l'endroit où l'on marque les étoffes, les droits duquel les poids et les boucheries appartenant à la dite communauté ont été vendus. Alors là, c'est, vendu aux sœurs de Riquet. Alors, pour faire la bassine dans la forêt, je reviens donc un peu en arrière, il va falloir défricher la forêt. Donc, on prend un point, le point c'est très certainement le centre du beffroi, et là, on a les bûcherons qui arrivent, qui vont ouvrir une clairière dans cette forêt. Ça commence comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Bon, là déjà, il y a pas mal les assassins, les bandits, ils commencent à dire ouf, mauvais pour nous. Bon, ils vont peut-être un peu ailleurs. Les animaux, s'il y a trop de bruit, ça leur plaît pas trop, ils partent aussi. Ça commence bien, quoi, l'affaire. Hein. Et quand on a fait une clairière assez importante, il y a les arpentins qui vont venir. Les arpentins, c'est les fameux géomètres, qui viennent avec des outils qui sont quand même performants. Hein, parce que quand vous regardez le plan de Revel, ou même quand vous regardez les vieux plans, ça a été bien dessiné, c'est pas fait à peu près. Donc ils savaient faire, et oui, ils savaient faire les cathédrales aussi, donc ils savaient faire des villes. Donc il y a une cérémonie très importante que l'on retrouve dans pratiquement toutes les fondations de bassines. C'est la cérémonie fixatio pali, le pal. C'est-à-dire, on plante un piquet, vous le voyez en haut, le petit bonhomme avec la masse. Alors, on l'a fait comme ça, hein, c'est un petit crowbar qu'on a fait. Et les seigneurs du coin, les gens importants vont se mettre à genoux devant le roi ou devant le représentant du roi pour prêter allégeance. Pour dire, voilà, on n'est pas chez nous ici, on est chez vous, le roi, mais bon, vous allez nous déléguer des pouvoirs qui vont permettre de faire fonctionner tout ça. Donc, cette cérémonie se passe avec évidemment beaucoup de gens qui vont venir. Il y a d'abord tous les gens du coin qui quand même sont curieux, ils veulent le voir. Hein. Ils veulent le voir. Donc là, il y a des gens avec des clairons, des tambours, il y a l'église, les représentants de l'église qui sont là, les représentants du roi évidemment. On commence à discuter, d'échanger, on fait une sorte de pub pour dire, voilà, il va y avoir des lotissements qui vont être faits pour tous les gens. Au début, vous ne paierez pas de droit d'entrée. Après, on le verra au bout de quelques années, il y aura un droit d'entrée. C'est-à-dire que les gens payent une intragia qu'on appelle pour avoir droit à un lot. Et on se retrouve donc, le chancelier du roi,
qui soit venu, je ne crois pas. Par contre, on a Agot-de-Beau, ça c'est sûr, c'est dans les textes, Agot-de-Beau qui vient, et qui d'ailleurs va signer la charte. Alors ça c'est quelques reproductions, comme je vous dis, les reproductions fantaisistes. La Bible des rebelles, ouais, sur un vieux plan, du 15e, hein, un peu plus tardif, donc la fondation. Un autre plan, alors qui assez fantaisiste, mais qui montre bien des colombages, vous voyez, celui qui est à droite, où on voit un campanile en haut, avec une petite girouette. Alors, Revel dans la forêt, mais actuellement, lorsqu'on prend une photo vue d'aérienne, elle n'est pas du tout dans la forêt. Cette photo, il faut la remettre comme ça. Vous voyez, à l'époque, c'était ça. Ouais. Donc, et autour, il y a les petits villages. Donc, les bûcherons commencent à faire la petite clairière. Donc, le beffroi n'y est pas encore, mais ils savent que c'est là qu'on va le mettre. Et c'est là qu'on va mettre le pal. On va planter le pal là, et là, après, on va, avec les arpentins, on va tracer les rues, angle droit, toutes les rues, et on va délimiter une sorte de... là où on mettra les remparts plus tard, c'est-à-dire l'endroit où c'est que la ville, au début, va s'arrêter. Mais on a prévu des panneaux verts, aux 4 coins de la ville, où éventuellement on fera d'autres places comme ça, une là, une là, une là, si la ville doit s'agrandir. Alors, après, on commence à bâtir. La rigole des consuls, évidemment, est faite dès le départ, parce qu'évidemment, quand on commence à bâtir, il faut de l'eau, l'avoir sous la main, mais il ne faut pas avoir que de l'eau. Et en vérité, le plan est excellent, ils sont bons. Sous nos pieds, il y a de l'argile, de la très très bonne argile. Et dans tous les champs à côté, enfin, en dehors de la forêt, ils font beaucoup de blé. Mais les blés, il reste toujours le chaume, vous savez, alors ça peut servir aux animaux, si cela. Mais le chaume mélangé à l'argile, ça fait du pisé, du torchis. Quant au bois, on l'a sous la main. Et en plus, on joint l'utile à l'agréable, on coupe les arbres pour agrandir la ville, et tous ces arbres vont servir d'armature pour faire les maisons. Et le beffroi, vous allez le voir. Donc voilà. Alors, après, on fait les routes. Il y a 4 routes, c'est les routes blanches, il n'y a que 4 routes. 4 routes, celle de Castres, celle de Toulouse, celle de Carcassonne, qui passait d'ailleurs par la montagne, pas par Castelnaudary, peut-être par Vaudreuil, certainement même, et la route de Sorèze, et puis tous les systèmes des eaux, qui viennent par la rigole des consuls, et qui vont faire un fossé tout autour. Ce fossé qui pourra servir, ma foi, après pour faire des remparts. Dieu sait qu'ils ont eu raison, puisque quand il y a eu la guerre de 100 ans et le passage du Prince Noir, très rapidement, on pense que dans l'année, ils ont monté les remparts. À Toulouse, c'est ce qui s'est passé. Ils ont certainement monté les remparts très rapidement, parce que ça n'allait pas. Le Prince Noir a fait des saccages, heureusement il n'est pas passé par là. Il est passé par Castelnaudary en direction de Narbonne. Donc on fait ces fossés, et on joint l'utile là aussi, l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que les fossés, on creuse, il y a de l'argile, cette argile sert à faire des maisons, on défriche, enfin, tout est bien calculé. Donc tout ça, ça se met en place, donc Revel se met en place, et on a après cette ville, donc, à plan, ce qu'on appelle des plans hippodamiens, angle droit, où les rues sont bien plus larges qu'à Paris, je vous ai tout à fait au départ, et où certaines rues sont beaucoup plus larges parce que tout simplement il y a de l'eau qui passe, à savoir notamment la rue du Temple, qui à l'époque ne s'appelait pas la rue du Temple, mais la rue des Affacheries, puisque c'est là qui avait des ateliers pour les tanneries, pour teindre les peaux, ainsi de suite. Donc là, je répète, c'est là certainement qu'on a planté le pal, et c'est de là que les arpentins ont tracé tout un système géométrique parfaitement bien fait. D'ailleurs, actuellement, ça a gardé les mesures, ça n'a pas été transformé. Très peu. Et on retrouve vraiment, si ça fait, je dis n'importe quoi, sous contrôle de Michel Ferry qui est là, si ça fait 60 ou 70 mètres, hein, ben ça fait à peu près pareil. Hein, vraiment. Alors ça, par contre, on l'a étudié, on l'a regardé, et on connaît exactement les distances. Là, j'ai mis ça pourquoi? Oui, je ne sais plus. Bon. Et donc, après, se mettront en place des remparts. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Revel, il y avait 4 portes. On rentre par une porte, parce qu'il y a des remparts. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue de Vore, que vous regardez la rue de Vore, vous voyez un rempart, vous ne voyez pas les champs. Par contre, la rue de Toulouse, on rentre dans la rue de Toulouse, on se retrouve à cet angle-là. À cet angle-là, on ne peut pas rentrer directement dans la place. Parce que tout simplement, par sécurité, les galeries à l'époque se rejoignaient l'une à l'autre, en système angle droit, et pour passer, il fallait passer 2-3 arcades dans ce qu'on appelait des rues, en vérité les galeries c'était des rues, pour pouvoir rentrer à l'intérieur
de la halle, passer donc sous les yeux des consuls, en quelque sorte, de façon de parler, de la halle, pour après sortir soit à Castres, soit la route de Castres, soit la sortie de Castres, soit la sortie de Carcassonne, soit la sortie de Sorèze. Il n'y a aucune rue, entrée de rue qui sort en face. Tout ça, c'était uniquement voulu, excusez-moi, ça fait genre de Zlatiska, pour ne pas dire de gros gamin, mais c'est comme ça. En vérité, si vous rentrez par une entrée pour aller ailleurs, vous étiez obligé de passer par le beffroi, par l'halle centrale, tout simplement parce que le fameux chemin tournoyant que l'on retrouve dans les textes, ce chemin tournoyant qui avait tout n'existait pas. On était obligé de passer au centre de la ville. Et donc, si vous étiez marchand de Toulouse, vous amenez 200 kg de pommes de terre, elles n'étaient pas encore là, 200 kg de blé, ben, vous étiez taxé. Vous étiez taxé, c'était de l'argent pour la ville. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, le chemin tournoyant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, dans nos archives, nous avons des plans qui datent du XVIIIe siècle. On n'a pas de plans, des plans très détaillés. Vous voyez d'ailleurs la trame qui est dessous. Hein, on voit très bien. Alors, évidemment, nous, on a fait une image 3D. Mais en dessous, il faut que vous sachiez qu'il y a là où se trouvaient les tours, là où se trouvaient les portes, mais aussi où se trouvaient les postes de garde, des portes avec des escaliers qui montaient le tour de garde et ainsi de suite. Donc tout ça, si vous voulez, c'est très intéressant ce plan parce qu'on sait exactement comment c'était. C'est pour ça que je peux vous raconter tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Le voilà le plan, on le voit bien. Alors là, bon, c'est un tout petit, mais on voit très bien, par exemple, ici, attendez, je ne dis pas de bêtises, là, c'est l'église, ça c'est la porte de Castres, vous voyez la porte de Castres. On voit très bien les fossés, les grands fossés qui sont là. Vous avez ici une petite maison qui était un poste militaire qui gardait l'entrée. On voit qu'il y a 4 piliers, et ici il y avait des arches, c'est-à-dire qu'il y avait un pont qui passait au-dessus des fossés. Et ici, vous avez la grande rue du Temple, la rue des Safacheries, où il y a un ruisseau très très important, c'est la rivière des Consuls, et où on voit très bien, bon, c'est pas bien défini, il y a des petites maisons, vous voyez, des petites avancées dans la rue, ce sont les ateliers, c'est ces petits carrés qu'il y a là, et là, vous ne le voyez pas non plus, mais ils y sont. Il y a des petits ponts, il y a des petits escaliers pour descendre dans le ruisseau. Je regarde, moi, de ne pas faire un plongeon dans l'infini, là. Et tout ça, c'est très très intéressant. Et vous avez l'église ensuite, qui n'a pas la même forme que l'église actuellement, qui permet de dater le plan. Voilà un autre plan, beaucoup plus récent, c'est le cadastre 1830, où là on voit très bien les îlots des maisons, les puits de lumière, puisque le problème de ces maisons, évidemment, elles sont très étroites et vont vers l'intérieur. Il y avait des puits de lumière. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces plans sont assez détaillés, notamment celui de 1830, où on voit l'emplacement des piliers de la halle. Et ça, c'est pas fait comme ça. Hein. On les compte, ils y sont. Ces piliers, ils sont comme ça. On y reviendra sur les piliers. Voilà, donc ça c'est notre plan. Alors, la ville, évidemment, aujourd'hui, on parle plutôt de Beffroi, mais la ville de Revel, c'est très intéressant, tout est intéressant, à savoir les fossés, on explique plein de choses, les boulons, c'est les quartiers, les aïras, les endroits où sont les maisons, les rues, las carreras, la place avec les galeries, là aussi il y a plein de choses à dire, mais je ne vais pas le développer aujourd'hui. Donc, comme je vous disais tout à fait au départ, quand ils font la bassine, c'est nickel chrome, comme on dit chez nous. Il y a de l'eau, il y a de l'argile, on fait les fossés en même temps, et on met les fossés à l'eau. On a le bois, on a tout ça, mais cette argile va servir à faire les maisons. C'est-à-dire à l'époque, la chaux ça existait, mais on ne s'en sert pas, les gens n'ont pas l'argent pour bâtir des murs avec de la chaux. Donc ils montent du pisé avec des armatures en bois, et on sait même que les remparts, c'est ce que vous avez là, je n'ose pas le mettre, je suis sûr que ça va s'éteindre. Ouais, non. Les remparts sont faits, au départ, ont été faits en terre banchée. La terre banchée, c'est, on met une planche, 3 mètres plus loin, 4 mètres plus loin, sur l'argent, on en met une autre, et on tasse, on met des débris végétaux, on tasse autant qu'on peut, et on peut monter comme ça. Et là, vous avez une carte postale, certainement de 1890 ou 1910, d'un village, je ne me rappelle plus le nom, un village de la Haute-Garonne, c'est pas loin d'ici, je crois que ça a été détruit depuis, où c'est qu'il y avait ces fameux remparts, en terre battue, en terre à bâcher, avec des ours, ça s'appelle des ours, c'est fait en bois, ça permettait de lancer, si vous étiez attaqué, des trucs par là, sur la tête des gens. On peut penser que nos remparts de Revel étaient comme ça, mais du coup, on peut penser aussi que le premier beffroi qui a été construit a dû être fait aussi comme ça.
Alors là, je parle de la structure de la halle. Eh bien, évidemment, le beffroi que l'on connaît actuellement, si la halle a gardé les dimensions de l'Ancien Régime, peut-être même de l'origine, on ne sait pas comment on fait. Toujours est-il que le beffroi, lui, c'est pas le même. C'est-à-dire que le beffroi que l'on voit actuellement, c'est un beffroi qui a été construit en 1830. C'est ceux qui sont en train de rénover maintenant, de consolider et d'embellir. Mais à l'époque, il était en pan de bois. Vous l'avez à droite, c'était pas exactement comme ça, je vais vous le montrer exactement comment il était. Il était en pan de bois, c'est-à-dire que c'était du bois, du pisé, de la terre blanche, pas de la terre blanchée, mais du pisé, oui. Avec un système, par contre, le système de toit, deux toits avec le campanile en haut en bois, très étroit comme ça, ça devait être comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça devait être comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'était un truc qui est très, très élastique, qui bouge un petit peu. Il suffit que l'eau rentre, les bois pourrissent. Sur la longueur de temps, évidemment, il y a des problèmes parce que même si Revel est à 6-7 mètres au-dessus du sol, il y a quand même, notamment, pas l'été, mais l'hiver, il y a des remontées capillaires, remontées d'humidité, qui font que ça va attaquer la base des morceaux de bois. C'est pour ça que la plupart des poteaux de la halle sont sur des pierres. Parfois même, ce sont des pierres de réemploi. Je crois qu'après, il y a une diapo que je vous montre. Alors, je reviens en arrière. Ouh, il y a longtemps que je n'ai pas fait le compte, je suis plein le coup. Alors voilà par contre comment c'était. Alors si je vous dis que c'était comme ça, c'est que tout simplement, il y a des dessins de la fin du XVIIIe siècle, on va dire 1780, 1790, notamment ce dessin qui se retrouvait dans un registre de cahier comptable de marchand drapier, qui montre bien comment était le beffroi et la halle de Revel. Et on a André Lagarrigue qui en fera, comment on appelle ça, un truc en bois, une sculpture en bois, et qui en été, et vous voyez le négatif de ça. Si vous inversez ça, c'est ça. Mais ça, c'est tel que c'était avant, avec une chambre consulaire en haut, les deux fenêtres que vous avez, le campanile avec une horloge. L'horloge, on retrouve une horloge dès le XVIIe. Dès ce XVIIe siècle, une horloge. Et le campanile, la cloche qui est tout à fait en haut. Dessous, il y avait certainement une grande salle qui était le lieu de réunion des consuls, des assemblées consulaires. Et entre là où se trouvait certainement comment on appelle ça là, je cherche le nom, celui qui gardait le beffroi, et le rez-de-chaussée, il y avait les prisons. Ces restes sont cachés par le toit, comme maintenant. Quand vous allez au premier étage du beffroi, on a encore cette structure avec des gros barreaux en fer, c'est les prisons. Alors on a de plus un plan qui est beaucoup plus fini, parce qu'on a, en quelque sorte, on a à peu près les dimensions. On voit bien que les poteaux sont bien sur des poteaux, sur des pierres. On voit les loups. Les loups, c'est ça. Ça, c'est un loup. Un loup, ça sert à quoi? Ça sert à faire rentrer la lumière, parce que c'est sombre. Le toit est très très bas. Et ensuite, là, si vous avez une charrette remplie à 2 mètres de hauteur, ça passe pas, quoi. Donc, on rentre les charrettes par là. Au départ, il n'y a que 2 loups. Un au nord, un au sud. Et c'est vers 1700, allez, les dates, je ne suis pas bon, 1740, 1750, que l'on voit dans les textes, qu'ils en font une à l'est et à l'ouest. D'ailleurs, si vous regardez, celles qui étaient à l'est et à l'ouest sont complètement décalées. Ils l'ont fait là où ça pouvait passer, là où les boiseries permettaient que ça passe. À une époque, il y avait aussi une fontaine, que l'on retrouve d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle, puisque c'était sur les cartes postales des années 1905-1910, cette fontaine, on la voit. Je ne sais pas si je vous l'ai mise, on la voit. C'est une fontaine qui a été faite en 1700 et quelques. Parce qu'évidemment, si l'eau court dans la ville, il y en a autant qu'on veut, surtout avant Riquet. Après, quand Riquet arrive, il en récupère beaucoup, il en a beaucoup moins. Et d'ailleurs, les consuls ici, ils pleurent, ça manque d'eau, surtout l'été. Donc, l'eau
coule à flot, elle coule sans arrêt dans les rues dont les gens peuvent jeter, ça nettoie. Par contre, pour boire l'eau, on n'a pas l'eau au bout des robinets comme maintenant. Donc il y avait 2 fontaines, uniquement 2 fontaines qui se trouvaient au centre-ville et les gens venaient chercher de l'eau pour boire, pour les animaux, pour faire les toilettes. Je ne sais pas si se douchaient pas comme nous, mais bon, voilà. Et c'est après, à partir du fin 18e, début 19e, que l'on va mettre en place des fontaines à tous les quartiers de la ville, avant qu'il y ait l'eau courante dans les maisons. Il en reste encore quelques-unes, une près de la rue des Sœurs, une en face de l'église et une autre du côté de la rue du Thor. Bon, il faut que j'avance quand même. Voilà. Alors, ce que je vous disais, vous savez, par rapport au plan, là, de plan, le campanile, c'est qu'on a un vieux plan où l'on retrouve bien, en vue génitale, vue d'en haut, vraiment le campanile avec les 2 plans, les 3 plans, je vais dire même les 3 plans de la halle. Et on voit très bien ici en bas le semi-arrondi qui a, c'est la fameuse fontaine que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ici dans l'angle, là c'est l'angle de la rue de Dreuil et de la rue Maurice Louis qui part vers là-bas. Une autre grande fontaine qui servait d'ailleurs lors des incendies, mais enfin quand il y avait l'incendie, mauvaise limonade comme on dit. Alors après, il y a eu plein de littérature, il y a eu des bouquins, il y a eu des bandes dessinées. Évidemment, chacun l'a vu un peu à sa façon. Et donc on retrouve le beffroi de Revel dessiné de différentes façons. Alors comme on voit Revel, maintenant, souvent quand je fais les visites guidées, j'essaye de faire en sorte que les gens s'imaginent comment ça pouvait être. Avec des maisons uniquement en colombage, avec un sol qui était boueux quand il pleuvait. On a des textes où là les charrettes qui s'enfoncent jusqu'au moyeu, enfin bon, c'est pas du tout stabilisé. Avec dans les ruisseaux des choses qui coulent, il y a un peu de tout. Il faut dire que les gens, le soir, à 9h du soir, c'était marqué par des textes. À 9h du soir jusqu'à 6h du matin, vous avez le droit de vider les pots de chambre. Donc les gens arrivaient, et là, il y avait tout. Et donc on a une vision complètement déformée. Et il faut que vous sachiez, là on devine les angles de rue qui sont ouverts. En vérité, j'aurais dû les faire fermer, puisque c'était comme à Mirepoix, les maisons se touchaient l'une à l'autre. On s'en passe. Moi, je serais à vous dire sur ça. Voilà, vous voyez. Alors, il y a des maisons qui ont gardé encore un petit peu l'architecture de l'époque. Vous avez vu qu'il y a des piliers en bois, quelques piliers en bois, c'était comme ça. Hein. Piliers en bois, évidemment. Et après, c'est au fin 19e, début 20e, qu'on va enlever ces piliers de bois parce qu'ils ne tiennent plus, et on va mettre des piliers en ciment qui sont plus robustes. Alors ça, je vais passer rapidement, c'est pour vous montrer que tout était bien orthonomé, bien calculé. Ça, c'est les fameuses fontaines des quartiers, et ainsi de suite. Je passe, ça n'a pas de grand intérêt. Je ne veux pas vous garder jusqu'à 2h du matin, vous me ferez les gros yeux. Voilà, alors, alors ça, c'est ce que je vous expliquais. C'est les plans coupés, c'est-à-dire qu'avant, là c'est Mirepoix, c'est une vue de Mirepoix. Vous voyez, quand vous arrivez là, eh bien, à Revel, c'était pareil. C'est-à-dire un cheval avec une carriole ne pouvait pas sortir directement sur la place. Il fallait qu'il prenne la rue qui était en face, qui venait d'une porte. On passait là, et l'endroit où il devait y avoir un endroit où il y avait une arcature qui était plus large qu'ailleurs, il pouvait rentrer dans la place pour pouvoir partir vers une autre direction. Et là, en haut, là c'est l'intersection entre la rue de Dreuil et la rue Maurice Louis, où je vous ai mis en blanc comment étaient les maisons. Et dans les textes, il est marqué, vous voyez, l'interstice entre les deux, là, les deux lignes verticales, on dit qu'un homme à cheval avait quelques petits problèmes, il ne pouvait pas y aller en courant, en galopant. Il fallait qu'il aille doucement, sinon il devait se raboter un petit peu les jambes. Et on le voit très bien, puisque dans ces angles de rue, on a des plans coupés. Et là, on a un plan où c'est qu'ils étudient justement, vous ne le voyez pas, mais il y a marqué le métrage, on va couper les coins. Là, vous voyez, il y a encore 2 piliers qui sont là, c'est vraiment très étroit, hein. C'est pour la sécurité. Et on va faire des plans coupés, et ça se passe, il y en a quelques-uns qui commencent au fin 19e siècle, et on va continuer jusqu'au début 20e siècle. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas coupé, c'est celui de la rue Georges Sabot avec la rue de Dreuil. D'ailleurs, on a une carte postale. Là, on est devant le Pipermangé, le frontispice.
la façade, la grande façade de Pipermanger. Là, vous avez le jardin Gabold, la maison de retraite seigneuriale qui est là. Et là, vous avez la rue Georges Sabot, merci. La rue Georges Sabot. Là, c'était là où il y avait la pharmacie à l'époque. Et regardez, ça venait se toucher au mur où se trouve le bar du centre. Ça touchait, il fallait passer dessous, quoi. Voilà. Et là, on voit encore que début XXe siècle, cette photo est très intéressante parce qu'on voit que les plans n'étaient pas encore tous coupés. Alors, Roger Petit, que beaucoup doivent connaître, avait fait des maquettes très intéressantes, des galeries, de la place. Il a absolument dessiné, mesuré tous les interstices entre les poteaux. Et il comptait environ 79 piliers. 79 piliers, voilà. 79 piliers, sans compter celui de 1830, l'emplacement de 1830. Parce que pour moi, à l'époque, il y avait 89 piliers. Si on met les piliers à l'emplacement du beffroi, il en faut 10 de plus, on arrive à 89 piliers. Et 89 piliers, alors je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est moi qui me fais les idées, ou pour rendre l'histoire plus jolie, peut-être que j'invente là une légende ou un truc comme ça, mais 89 piliers, c'est le nombre des items de la charte de fondation. Alors est-ce qu'ils ont calculé les 89 piliers pour que ça corresponde aux 89 articles de la charte? En tout cas, c'est un peu curieux. Donc je vous le livre comme je le pense. Maintenant, vous en penserez ce que vous voudrez. Alors évidemment, lorsqu'on est sous la halle, on a l'impression d'une grande forêt et on peut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait partout des arbres comme ça dans cette grande forêt. Ce qui est intéressant, c'est que les poutres sont souvent des poutres de réemploi. On voit des mortaises, on voit des trucs qui sont entaillés, qui ont servi peut-être pour d'autres choses. On voit des numéros, ça c'est les placements pour les marchands. Il y a le numéro 2, il y a un numéro 15 quelque part, enfin, quelques numéros qui restent. Voilà, le numéro 15 est en haut. Et on voit que les gens se sont servis des arbalétriers. Ils ont regardé, avant de couper un arbre, ils ont regardé quel est l'arbre qu'il fallait. On voit que celui-là, cette forme-là, dont tout est vraiment calculé. Quoi vous dire de plus? Alors ces entailles aussi, je vais vous expliquer plus loin. Ouais, je vais vous expliquer en bas à droite. Je vais vous expliquer à quoi ça peut servir aussi. Et il y a une base de piliers avec une pierre de réemploi d'un cimetière où il y a marqué Rosa Émilie, décédée le 5 janvier 96, alors 1600, 1700, on ne sait pas. Âgée de 2 mois, c'était un ange. Voilà, c'est une pierre tombale de l'enfant. Alors là, habituellement, quand je fais la visite guidée, je dis ouais, mortalité infantile, ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir les statistiques, la mortalité, les naissances et tout ça. Donc ça, c'était l'explication des 89 piliers, c'est-à-dire à l'époque, au beffroi, comme il y avait des piliers pour faire, étant donné que c'était en pan de bois, eh bien, actuellement, ils ne sont plus, donc de 79, on passe à 89 piliers, avec le 89e serait le point central, où il y avait c'est le point blanc qui est là-bas, qui serait le fixation palis, le pal, avec toutes les mesures. Bon, on passe, juste pour dire que la place de Revel, la halle, est une des plus grandes places, et elle est prise souvent en exemple dans le phénomène bastide. Voilà, ça c'est le plan de Roger Petit. Voilà, ça c'est l'on voit bien, notamment vers 2-3 heures de l'après-midi, lorsque le soleil qui frise, on voit très bien les inscriptions. Alors les mortaises et les entailles qu'il y a dans les roches, dans les piliers, correspondent certainement à des emplois, elles ont servi à autre chose, quoi, où il y a eu des choses complémentaires que l'on ne voit pas, mais je vais vous en donner une partie d'explication. Évidemment, partout, il y a plein de clous. Mais non, là, c'est pas le moment d'y aller avec une tronçonneuse pour les couper. Enfin, je vous le déconseille, c'est interdit d'ailleurs. Hein. Ne coupez pas les poteaux de la halle. Il y en a qui vont changer peut-être quelques-uns. Je ne sais pas. Enfin. Donc, ça aussi, c'est une lecture très intéressante. Essayer de voir à quoi on peut servir ces poteaux. Alors déjà, lorsqu'on regarde des plans, notamment celui de 1770, on retrouve bien une fontaine, celle qui est là, qui était contre la halle, viendra plus tard. Donc ça, c'est vraiment avant 1770. Là, on avait une fontaine ici, une fontaine en haut. Ici, c'est une croix, un calvaire qu'ils avaient mis
justement, ils avaient mis juste en face le temple protestant, c'était à l'époque où catholiques et protestants n'étaient pas très copains, donc les catholiques avaient fait une croix juste devant, et là, on voit très bien qu'il y a l'hôtel de ville, le carré, dont les dimensions correspondent à peu près à celles de maintenant, et on voit même un petit escalier qui se trouve là où il se trouve actuellement. Cet escalier, dans les textes, on sait qu'il a été fabriqué en 1725, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'escalier. Il devait y avoir un escalier intérieur. On voit aussi un rectangle avec des petits ronds. Il y a 5, 6, 7, 9 ronds avec des petits quadrillages sur le côté. Les quadrillages, c'est des escaliers, des petites marches d'escalier qui permettent de monter sur une estrade, où se trouvent les mesures à graines. Elles étaient là à l'époque. Elles étaient là, on le sait. Et ensuite, il y a 2 grands rectangles où il y a écrit écorchoir et boucherie. Et bien là, c'est à cet endroit-là qu'on venait tuer les bêtes à l'écorchoir. Et à la boucherie, on les vendait, mais ils étaient un peu grossistes. C'est-à-dire qu'il y avait après les petits bouchers ailleurs. Donc on venait chercher les animaux qui étaient là, qui étaient tués suivant certaines normes d'hygiène de l'époque, donc évidemment, bon, ainsi de suite. Par contre, lorsqu'il y avait des tripes, des trucs à jeter, et bien à cet endroit-là, c'est exactement à cet endroit-là, ça c'est la partie nord, ça c'est la galerie du nord. Hein. Ah, ça, il y avait un grand trou, et dans ce grand trou, ben, ils y mettaient les abats, les os, et tout ça. Et là, ça pouvait être nettoyé dans les 24 heures par tous les chiens, les animaux qui pillaient le coin. Mais l'été, il est écrit quand même qu'à un moment donné, dans les archives, qu'il y a des drôles d'odeurs, quoi, ça va pas. Et c'est là qu'à partir de 1800, 1805, 1810, on va penser à mettre les abattoirs là où c'est qu'on les a connus il y a quelques décennies. Voilà, ça c'était pour montrer un petit peu de ça. Alors, on peut s'imaginer, nous on aime bien faire des petites images virtuelles, donc à partir du dessin que je vous ai montré au départ, on peut très bien s'imaginer ici qu'il y avait ces fameuses boucheries et écorchoirs qui étaient fermés par des murs en pans de bois, ce qui explique peut-être justement les mortaises et les petites fentes qu'il y a dans les poutres. D'ailleurs, on retrouvait il y a environ 30 ans, 30-40 ans, il y avait encore des crochets pour pendre les animaux, pour les marchés, et elles étaient sur les poutres, donc il suffisait d'arriver, d'accrocher les choses pour les vendre. Bon, ça c'est toujours l'histoire des numéros, je vous en ai déjà parlé, donc je passe. Revel était une ville militaire, ben oui, il y avait des casernes. Alors comme on dit caserne, dans les terrains on trouve des casernes et des casernes pour recevoir les militaires. Alors on regarde un petit peu, alors des fois il y avait 40, 50 militaires, des fois il pouvait y avoir 300 militaires. Revel était une ville-étape notamment entre Toulouse, Castres, Montpellier si vous voulez. On venait à Revel et les gens pouvaient rester 2-3 jours, pouvaient rester plusieurs mois, et il est arrivé des fois où il y avait 400 personnes qui étaient 300-400 militaires qu'il fallait loger, pas habiller, non, mais loger et leur donner à manger. Donc c'était les consuls, la ville de Revel qui faisait ça, mais évidemment après ils avaient de l'argent, ils étaient rétribués pour faire ça. Donc il y avait beaucoup de gens dans la ville, et on voit que dans la ville ça pose quand même des problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes, parce que ces militaires font des fois un peu... Moi, j'aurais pensé qu'à l'époque, l'armée, c'était très serré, les officiers, ceci, cela, ça ne devait pas trop rigoler. Ben là, on voit dans les textes, parfois, il y en a certains, ils tirent au fusil aux pigeons, ils tirent dans les rues, ils vont taper aux portes des gens, ils tabassent des gens, ils boivent, il y a des saignes d'ivrognerie, il y a pas mal de choses comme ça. Et pareil, bon, je ne vais pas sur les détails, il y avait les femmes, il y a des problèmes. On trouve tout ça dans les textes. Alors, oui, si, je voulais vous dire, ici à ça, si je l'ai mis à côté, c'est qu'à un moment donné, vous avez la boucherie et l'écorchoir qui sert de poste de commandement, si vous voulez, militaire. Quant aux casernes, évidemment, ce n'est pas des casernes comme on verrait la caserne Niel ou Pérignon, ou ainsi de suite. Hein. C'était des maisons qui étaient louées aux gens de Revel. Dans une maison, il pouvait y avoir 8-10 personnes. Il y avait aussi des écuries. Enfin, voilà. Et là, on retrouve dans les textes, c'est très intéressant, les problèmes d'hygiène par rapport aux chevaux, et ainsi de suite. Et les histoires entre les consuls et les militaires. Alors les prisons, c'est pas de mythe, hein, cité. Hein. D'ailleurs, on voit très bien le système avec les fermetures en fer.
il y avait plusieurs prisons. Il y avait la prison criminelle, alors là c'était malheureusement pour des gens qui finissaient avec la peine qui avaient une peine de mort. Les prisons civiles, pour les gens civils qui faisaient un peu n'importe quoi, et les militaires, si je vous en ai parlé, les gens qui tiraient au pigeon, des trucs comme ça. Et il y avait des cachots, un cachot tout petit. C'est d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est l'endroit où c'est que de l'office du tourisme, où ils pouvaient se restaurer. Vous savez, où ils prenaient le café, des trucs comme ça, au premier étage. Voilà, ça c'était le cachot, le petit cachot, qui était qui était pas très grand, il y avait juste une fenêtre qui donnait à l'extérieur. Mais tous ces cachots de ces prisons, on se rend compte aussi dans les textes, c'était pas hermétique, il y avait des problèmes, c'était du pan de bois, et on a plusieurs fois des cas où les gens vont gratter avec, même ils n'ont pas besoin de trucs à faire, quoi. Ils grattent le pan de bois, les torchis, et dans la nuit, ils foutent le camp. Et souvent le concierge, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, le concierge, le gars qui gardait les prisons, bien souvent on dit, ben voilà, ils sont partis, oui, mais on avait le concierge qui avait un peu bu, voilà. Il devait boire quoi? Du vin du coin. Le vin du coin, on sait que c'était du 7 degrés quand même. Bon, ils étaient sensibles quand même. Bon, enfin bref. Voilà. Et alors, on a cet escalier qui permettait de monter aux prisons, mais je vous dis ça, cet escalier date de 1725 ou 1740, je ne sais pas. Voilà, il a été donc rajouté. Et donc, ces prisons, elles fonctionnent. Hein. Et quand on va en prison, ben, si vous n'avez pas une famille derrière pour vous amener de quoi manger, ben, ceinture. Hein. On peut faire des trous dans la ceinture, ça, c'est comme ça. Voilà. Quant à la prison criminelle, les peines de mort, je crois que je prends parler tout à l'heure, oui. On a même là, on a gardé une des portes de prison, voilà, qui a été gardée. Ça, c'est récemment, c'est les portes de prison avant le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. C'est les portes de prison qui devaient être de l'ancien beffroi qui a été réutilisé en 1830, très certainement. Alors les punitions, bon, dans la mesure où c'était pas une peine de mort, ça pourrait être le carcan ou le pilori. Bon, pas besoin de vous décrire. Le carcan peut expliquer les tenons qu'il y a, les mortaises qu'il y a dans les poteaux. Ça, c'est écrit, c'est vraiment clair et net. Le carcan, ça peut être 1 heure, vous allez être dans cette position. On s'arrange que ce soit un jour de marché, que tout le monde vous voit. Il y a une pancarte, on remarque, vous voyez, elle a marqué un voleur. On peut marquer, il a piqué une poule à madame Untel, ou voilà, ainsi de suite. Il y a le pilori, alors c'est différent, c'est un poteau avec un collier, et là vous y restez pareil avec un poteau bien là qui pouvait rester 1 jour, 2 jours. Et là, si vous aviez envie, vous avez un œuf, comme on dit chez nous, un œuf koufi, vous savez, un œuf koufi, et bien vous le jetez à la figure du gars. Il devait y avoir des petits règlements de compte. Donc il restait là quelques temps, donc après vous aviez votre pédigré dans la ville, c'était bon. Et après, il y a ces fameux militaires, hein, là c'est pour gratiner un peu l'histoire, hein, mais ça intéresse aussi les gens. Il y avait ces militaires qui étaient là, avec le problème des femmes et les coureuses de rempart. Et ça, on le voit dans le texte, il y a il y a pas mal de coureuses de rempart à Revel, qui évidemment s'arrondissent les mois, vous avez compris. Et à une époque, bon, alors ça peut être accepté plus ou moins, disons, mais parfois ça ne va pas, et on les punit, et là c'est vrai, on l'a dans les textes. Hein. On dit une telle, elle a trop exagéré, ça ne va plus, les gens ne sont pas contents, il y a quand même une histoire de mœurs, la religion s'occupe aussi de ça. Donc si vous voulez, on trouve dans le texte un moment où les conseillers lui disent on va mettre en place un cheval de bois. Alors moi, cheval de bois, on connaît cheval de bois pour les enfants, tout ça, cheval de bois c'est ça, vous voyez, c'est vachement sympa. C'est-à-dire, vous mettez la dame toute nue sur un trépied triangulaire, avec une poutre triangulaire qui va là où vous savez, et suivant sa peine, vous mettez un sac au truc de tant de grammes ou tant de kilos, et vous la laissez tant de temps. C'était bien, hein? Voilà. Et après, oui, ah oui, si, oui, quand même, je ne l'ai pas mis là, mais concernant les peines capitales, ici, c'était les pendaisons. Les pendaisons, pour les roturiers, les gens d'une certaine classe sociale, c'était le décollement à la hache. Plus tard, il y aura la guillotine. Et alors, ce qui est intéressant pour Revel, c'est que les pendaisons, on a des textes qui ont été imprimés parce qu'à un moment, on parle du miraculé de Revel, le pendu de Revel, miraculé. Ça se passe pendant les guerres de religion. On a un jeune homme de 18 ans qui a fait, qui était protestant, qui a fait un truc qui n'allait pas.
on va le pendre. Alors vous avez la description, on l'amène en dehors de la ville, il y a un pommier, on ne sait pas où, mais c'est en dehors de Revel. On le met sur un espèce de tabouret, on lui met la corde, on pousse le tabouret, paf, il tombe, la corde casse. Bon, il a mal au cou, d'accord, hein, il est vivant. Alors on recommence, on le remet, là on lui met une corde costaud, on le remet à la branche, et là c'est la branche qui casse. Non mais ça a été imprimé, ça, c'est-à-dire c'est le truc qui s'est passé, quoi. Parce qu'on pourrait dire, ils se sont amusés, non, non, pas du tout. Je crois que ça se passe 3 fois, où il s'en sort. À la fin, il est vraiment, vraiment mal en point, il finit à l'hôpital de Castelnaudary, dans le texte, ça y est. Et à la fin, il le gracie, parce qu'ils disent, bon, c'est le bon Dieu qui ne le veut pas, quoi. Bon, on le gracie. Une autre fois, c'est le bourreau de Revel qui est demandé à Castres, celui de Castres est malade. Là, c'est un décollement à la hache qui doit être fait. Il va à Castres, mais il n'a pas l'habitude au décollement de la hache ici, il n'en a pas fait. Il n'a pas trop la dextérité. Il y va, et ma foi, il va faire son office, mais il rate un peu son coup. C'est-à-dire, le gars, il ne meurt pas du premier coup, quoi. Il est un peu entaillé sur le côté, il s'y reprend 2 fois, 3 fois, enfin, quand même, il y arrive. Mais ça, les gens, ils n'aiment pas. Ça ne va pas du tout. Un bourreau, il doit faire le boulot nickel chrome, là aussi. Je le redis, nickel chrome. Et là, la foule s'empare du bourreau, et il finit lapidé. Notre bourreau de Revel. Alors ça, c'est dans les textes. C'est quand même intéressant, l'histoire. S'il y en a qui s'ennuient, hein, on recrute à la société. Il y a des choses. Hein. Ça, c'est les mesures à graines. Vous avez vu le petit dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Alors voilà, là, on a fait voilà, je l'ai mis en plus gros. Donc, vous voyez les doubles marches, ici, double marche. Actuellement, on en a gardé, vous avez vu sur la photo précédente, je crois qu'on en a 5 ou 6. Donc, il en manquerait 2-3, ben, depuis le temps, hein, voilà, ils sont là. Et on a fait un dessin en 3D qui montre comment c'était à l'époque. C'est-à-dire à l'époque, évidemment, les mesures à grains, comment ça marche, c'est simple. Le gars, moi je suis l'agriculteur, j'amène mon sac de blé que je veux vendre à quelqu'un, je monte sur l'escalier, je vide mon sac de blé dans une mesure, alors celle-là, elle va faire un septier, celle-là, elle va faire 2 septiers sur les grosseurs. On remplit, donc on sait qu'il y a la mesure, on ouvre une petite porte, on met le sac dessous, on récupère le blé, et le gars qui achète ça, il est sûr qu'il a le volume et qu'il en a pour son prix. Voilà, ça on l'a dessiné, voilà. Vous voyez, on met le blé en haut, là c'est un double décalité, là c'est le système après la Révolution, ouais, système moderne, mais des fois vous avez marqué sur un, je sais que vous le regarderez, il y a marqué double décalitre ou un demi-septier, il y a encore la mesure ancien régime. Et là, une fois que c'était rempli, on ouvrait ça, il y a 2 crochets ici, et on vide le sac. Alors, là, dans les textes, on voit que, comme les remparts, là, elle pose problème. Le beffroi aussi, d'ailleurs. C'est que les pannes de bois, souvent, il y a des soucis. L'humidité, le vieillissement du bois, du courant d'air, peut-être aussi le vent d'autant. Toujours est-il que là, c'était en 1966, je me rappelle, ou 64. Mais on a, là on l'a parce qu'il y a une photo, mais dans les textes, vous l'avez souvent. Et une grosse partie du budget des consuls de la ville passe à réparer les remparts et réparer donc ces poutres. C'est sans arrêt, sans arrêt. Et à Tennessee, je crois que c'est dans les années 60, ça, voilà, que là aussi, il y a eu un travail de fond qui avait été fait, où on avait complètement sorti absolument toute la structure toit du premier étage. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez comment était le bâtiment. On le voit bien, quoi, comment c'est. Alors ce bâtiment, comme je vous disais, c'est vers 1822-23 qu'ils disent bon, maintenant on ne peut plus réparer. Tout se casse la figure, il faut le refaire. Et donc on va le refaire en 1830 dans un style moderne. C'est le beffroi que l'on connaît actuellement. Alors il y a des plans qui sont faits. On calcule pour faire les salles de détention, le cachot qui va changer, les poids publics. Là, vous voyez, à cette époque-là, c'était les poids publics, l'emplacement du concierge, le logement du concierge qui est là, le système central pour monter à la terrasse, c'est là. Et il y a plusieurs essais. Il y a des appels d'offres qui se font, donc il y a des gens qui font. On a plein de projets, je ne les ai pas tous, mais il y en a 8 ou 10, où il y a un peu de tout, quoi. Donc je vous ai mis là. Et donc on va remonter ce clocher en 1830. Et dans les textes, on voit que ce n'est pas une petite histoire. Parce qu'en même temps, ils arrangent l'église de Notre-Dame. C'est le même entrepreneur qui le fait. Cet entrepreneur, excusez-moi, il est en procès pendant 8-10 ans
avait la municipalité, donc après la Révolution, avait la municipalité de Revel. Il faut toujours plus d'argent, toujours il n'est pas d'accord, il emploie des mauvais matériaux, c'était un procès. D'ailleurs, dans les archives, je ne m'en sortais plus pour essayer d'écrire cette histoire, c'était un peu de la folie. Ce qu'on sait donc, au niveau du poids économique, vous avez compris, on sait que sous le beffroi, c'était le lieu du marché. À l'époque, maintenant, c'est le samedi matin, c'est un des plus beaux marchés de France. Il est classé comme ça. Et c'est vrai que le samedi matin, vous le savez, on ne peut pratiquement pas passer, il y a tellement de monde, il y a c'est un grand succès. Et ça a toujours été le cas. Et à une époque, il y avait 3 marchés, c'était le mardi, le jeudi et le samedi. Le mardi était beaucoup plus spécialisé dans la vente du bois, ou des choses comme ça, mais ce qui n'empêchait pas d'amener ses poulets et ses œufs. Le jeudi, c'était les animaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la place des ambitions. Donc tout se passait là. Et sous les galeries, bien entendu, vous avez compris qu'il y avait aussi des commerces qui s'y mettaient. À l'intérieur du beffroi, il reste les structures de 1830. On peut penser qu'avant, il y avait l'espèce d'escalier un peu dans ce genre qui permettait de monter dans les pans de bois. Mais là, il est conservé. Il y a une âme centrale qui est creuse, vous le voyez. Il y a des petits volets. Et à l'intérieur, actuellement, il y a la câblerie électrique qui passe, c'est bien autre chose. Mais ça, c'était servi. Et ça servait essentiellement avec des cordes à mettre les poids des pendules. C'était un système mécanique qui avait en haut pour faire marcher les pendules. Donc ça, tous les jours, il fallait remonter. Donc c'était le travail du concierge qui remontait ça tous les jours et les poids descendaient. Alors, il faut que vous sachiez pour la petite histoire, hein, je reviens en arrière, pardon. Ce truc-là servait d'interphone aussi. Les gens pouvaient, par l'intérieur, on pouvait parler d'un étage à l'autre. Hein. Et voilà, ça c'est les salles de détention. Voilà. Alors ça c'est le logement du concierge, on a un plan. Mais on peut aller un peu plus loin avec ce concierge, étant donné qu'il y a des gens qui ont vécu et qu'on a pu voir dans notre vivant. Moi j'ai eu mon grand-père maternel, ma mère qui était là. Il y a eu monsieur et madame Chex, beaucoup d'ont dû le connaître, qui ont fait office de concierge. Leur travail, eux, ils avaient le logement gratuit. Ils vivaient gratuitement dans ce logement. Et en contrepartie, ils devaient remonter les poids, ils s'occupaient des placements des marchands le samedi. Il y avait aussi un espace où c'est qu'on mettait les tables, les chaises, hein, des marchands, parce que ça aussi on pouvait le louer aux marchands. Ils les avaient sur place, ils n'avaient pas besoin de les amener. Et ils étaient souvent, c'était les encantaires, les enchanteurs, c'est les crieurs publics. Alors dans les textes, on trouve qu'au départ, les encantaires avaient des trompettes, à son de trompe et de trompette. Ils font des appels à la population, et après, avec mon grand-père maternel, Chex, et peut-être celui qui a eu avant mon grand-père maternel, mais ça je n'ai pas trouvé dans les textes, hein, c'était avec un tambour. À Sabouré, on l'a connu ça, enfin, M. Chex, moi je me rappelle, c'était dire ah, biche à la population, demain, un marchand de chaussures viendra à la place du Paty. Alors il y avait ça, il y avait évidemment tous les communiqués de la mairie, mais aussi les grands communiqués importants, je pense notamment à 14-18, ou la guerre de 14-18 par exemple, c'est un exemple que je vous donne, où on sait que pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, il y avait les informations du front qui étaient affichées sur le beffroi, sur un pilier du beffroi, ou alors c'était l'encantaire, mais là c'était pas un enchanteur, qui venait dire un peu ce qui se passait sur le front. Alors vous voyez que, heureusement que, notamment pour Chex et bon, Calvedo, ma mère s'appelait Jalabert, on a pu savoir comment c'était fait. En réalité, il y avait une cuisine, si vous voulez, qui était en haut, une grande salle de séjour, une chambre avec de lits. Au-dessous, à la place des prisons, parce que les prisons ne marchaient plus, c'était un atelier de bois, et on sait que mon grand-père faisait des meubles aussi, et il travaillait avec Monouri. Monouri, ça a été un des premiers à avoir les systèmes électriques pour couper les planches, tout ça. Donc la façon, ils allaient chez Monouri, ils récupéraient les planches, ils montaient les meubles après dedans, et quand il faisait très froid, quelque part, alors on ne va pas trop me dire où, il y avait une trappe, les meubles ils montaient parce qu'il faisait trop froid dessous, et ils profitaient un petit peu du chauffage qu'il pouvait y avoir dans la pièce. Mais ma mère m'a dit que cette pièce était pratiquement inchauffable. Il y avait un poêle au point 5 ici, un poêle qui était là. D'ailleurs on le voit sur les vieux dessins, on voit qu'il y a une sortie de cheminée.
Voilà, alors vous avez à droite Chex, à gauche en bas, ça c'est mes oncles et mon grand-père. Le tambour, alors le tambour existe toujours. Monsieur Borloo, il y a un moment que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu. Il avait encore le tambour de Monsieur Chex. Il en cantaille, et vous l'aviez là. Donc il allait à tous les quartiers de rue, c'était quelqu'un de très important. Et on le voit parce que des fois il y a des courriers qui disent oui, mais nous on ne l'a pas vu dans notre quartier, on n'est pas au courant, il faut qu'il passe, hein. Notamment du côté de l'avenue de la Gare, il n'y allait pas trop souvent là-bas, donc il disait on aimerait qu'il vienne. Évidemment sur le place, on le sait, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, hein. Des festivités, des bons moments, des grandes fêtes, les télétons, des choses comme ça. Il y a eu la dite de Vincent Auriol, il y a eu sous le Troisième Empire un ballon qui a été gonflé avec l'aigle impérial sous Napoléon III, qui est parti, on le retrouve dans les textes, et bien d'autres choses, les feux d'artifice, enfin vraiment c'est le lieu vraiment où la vie se passe là, où la vie en partie se passe là. Et il y a même eu évidemment des défilés militaires, parce qu'à une époque, je crois que c'est le 32e régiment d'infanterie qui était à Revel, qui est resté 1 ou 2 ans, après ils sont partis sur Verdun, on le voit, ça c'est le jour du départ. Et on a un général qui vient décorer un gars qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui est de Garevac, hein, et qui a, sur le front, il a dû faire des choses très très bien, donc il est décoré sous la place. Alors, le clocher, là aussi, est en réparation, on le voit. On voit des structures parfaitement bien faites, tout ça c'est de 1830. Il y a 3 cloches, là, une grande cloche et 2 petites cloches, évidemment, notre fameux coq revellois, le coq de France. Ça peut être le coq revellois aussi, puisqu'il y a l'association des clubs revellois. Alors ça, c'est les poids qui étaient encore à l'exposition au Beffroi, et le système mécanique pour les horloges. Alors le Beffroi, on le voit partout dans toutes les publicités. Là, j'en ai mis qu'une, j'aurais pu vous mettre 10 diapos comme ça, avec toutes les publicités. Le Beffroi est partout. Revel, c'est le Beffroi. Voilà. Saint-Ferriol aussi, bien sûr. Voilà, on le voit un peu partout. Donc je voudrais vous dire que le 5 et 6 avril, il y aura les Journées européennes des métiers d'art qui vont se tenir à Revel. On va mettre à l'honneur le savoir-faire des artisans autour du bois, mais également les artisans d'art qui œuvrent pour la rénovation de la halle et du Beffroi. Et là, c'est vrai que nous avons prévu le jeudi, donc 2 jours avant, 3 jours avant même, une conférence ici, pareil, un jeudi soir, où on pourra en dire un peu plus sur le Beffroi, parce que là, il y aura plein de choses qui vont sortir. C'est peut-être que je développerai peut-être un peu plus l'urbanisme de la ville. Et on sait que pendant le week-end du 5 et 6 avril, les autres animations auront lieu dans ce week-end. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et merci d'être venu ce soir, ça fait plaisir. Voilà, je crois que ça va. Bon, s'il y a des questions à poser, j'essaierai d'y répondre si je peux. Je ne suis pas un historien, mais de cœur en tout cas. Un amateur dans le sens de... Vous savez que le mot amateur souvent est mal pris. Amateur, c'est le type qui aime, hein, qui est passionné. Bon. Oui. La murette, oui. Ah, la murette, c'était... la murette. Quand tu montes à gauche, c'est un petit hôtel. C'était, si tu veux... Il existait déjà aussi longtemps, parce que sur le plan, ça remonte à... Ah oui, mais non, moi je l'ai mis en exemple, si tu veux. Mais par contre, le petit vallon s'appelle la murette. Je ne suis pas sûr que ce soit le petit vallon. Je pense qu'il a... je ne sais pas en vérité. Je pense qu'on l'appelle le vallon de la murette parce qu'il y avait la murette qui était le fameux hôtel. Maintenant, tu sais comment c'est, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Hein. Peut-être que l'hôtel s'appelait la murette parce qu'à un endroit, il y avait un petit mur qui était là depuis longtemps, et nanana, et nanana. Non, c'est pas un lieu dit, quoi. Tu vois, comme Saint-Ferriol, c'est le propriétaire des champs qu'il y avait. Tu as des choses... ce qui est curieux aussi, tu vois, par exemple, tu vas au stade, cette zone-là, tu vois, sur le cadastre, ça s'appelle la plaine du Lodote, au stade. Là où tu habites, c'est la plaine du Lodote, ils appellent ça. Plaine du Lodote. Et alors, souvent, je me suis dit, c'est bizarre. Le Lodote, c'est de l'autre côté, ça n'a rien à voir. Mais non, quand tu regardes bien,
Mais je ne peux pas vous le remettre, je ne vais pas faire le coup. C'est qu'en vérité, tous ces petits recs de la murette, le rec de la garigole, tout ça, avant, ça ne partait pas vers le sort. Maintenant, ça va dans la rigole de la Plaine, mais avant, ça prenait le paléosort, l'ancien vallon, et ça partit directement au Lodote, ça ne passait pas par le sort. Donc ils appelaient ça la plaine du Lodote. Il y avait le Lodote de la montagne, et le petit Lodote, par ces petits ruisseaux qui partent vers le Lodote, mais au sud de Revel. On l'a vu quand ils ont fait, qu'ils mettent toute l'eau, quand ils font le Lodote. On l'a vu il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Michel, enfin la plupart on s'en rappelle, lorsqu'il y avait, lors de fortes pluviosités, ben, les égouts ne prenaient pas tout au rond-point. Ça dégorgeait. Tout simplement parce que tous ces ruisseaux ne partaient pas par la rigole de la Plaine et débordaient et reprenaient leur ancien lit. Et c'est pour ça qu'ils ont augmenté le calibrage. C'est le point le plus bas de Revel, le rond-point et la poste. Il faut faire attention les mots. Il y a par exemple du côté de Montgé, vous savez comment, je vous le donne à titre d'exemple, à Montgé, vous savez qu'il y a eu une grande bataille au temps des Cathares, hein. Il y a eu une embuscade de croisés allemands qui allaient vers Lavore pour aider à Simon de Montfort. C'était une des rares victoires des Occitans, comment dire. Et il y a une petite ferme qui s'appelle l'Embuscade. L'embuscade, bon, les gens, on a vite fait quoi. L'embuscade, à côté de Montgé, vraiment à l'endroit pas très loin de là où c'est. Maintenant, une embuscade, une ferme qui s'appelle l'Embuscade, prend pas le nom justement d'un fait historique comme l'embuscade. L'embuscade, c'est que cette ferme se trouvait dans un bois, embusquée, dans un bois. Donc il faut faire attention. Il y a souvent des bouquins de toponymie, des trucs comme ça, il faut faire vraiment attention. Le sort aussi, vous savez le nom, le sort. Le sort, bon voilà, alors il y a le pieux sort, il y en a qui disent le rival. Alors moi, une fois, vous voyez, on se plante, quoi. Il n'y a que les imbéciles qui se trompent jamais, comme on dit. Mais le rival, j'avais dit, c'est la vallée de l'or. Il devait y avoir des paillettes d'or. Il y a des macères primaires, pourquoi pas. Mais non, c'est glou rival, en patois, le ruisseau. Et avant, le rival s'appelait le soricinus, rimus en latin, le petit sort. Et le sort, c'est Durfort, c'est pas Sorèze. Bon, mais c'est intéressant. C'est intéressant, hein. Voilà, merci à tous. On va essayer cette année de relancer un petit peu les conférences, mais c'est pas facile de trouver des intervenants. S'il y en a qui connaissent déjà, sur des trucs, évidemment, des thématiques qui intéressent la région, voilà, on est preneurs. Merci. À bientôt.